Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon. En ce lendemain de Saint-Valentin, on parlera mariage, notamment par rapport à la fusion de Rolle et Sertines-sur-Rolle et Tartenien. On reviendra également sur l'événement tragique qui a marqué la semaine dernière. Un élève de Copé est décédé en camp de ski à Anzère. Et puis on ira jusqu'à Saint-Georges au café Brocante qui ferme définitivement ses portes. La fusion entre les trois communes de Rolle et Sertines-sur-Rolle et Tartenien avance à grands pas. Mardi soir, les premières présentations des études ont été faites. Une fusion qui devrait allier le cœur et le porte-monnaie puisque les couleurs du jaune et du vert seront reprises pour les trois blasons. Et finalement, le taux d'imposition le plus bas sera lui aussi repris et profitera aux trois communes. C'est vrai qu'on se sent maintenant dans le vif du sujet, après plusieurs années de préparation, je dirais. Maintenant on y est, on est dedans, les gens sont enthousiastes, on n'a pas besoin de les prier pour faire leur travail, ils viennent, ils ont envie, et c'est très agréable. Expliquez-nous comment travaillent ces groupes justement. Mais ces groupes travaillent d'abord naturellement, simplement en échangeant, je dirais, leurs points de vue, leurs sentiments, et puis ce qu'ils attendent également de cette fusion dans chacune des disciplines respectives. Et je crois que c'est important qu'il y ait du naturel dans ces groupes de travail. On ressent un esprit vraiment constructif, enthousiaste, et ça c'est vraiment le moteur de chacun des groupes, et ça c'est très précieux. Et pour nous exécutifs, de sentir que les citoyens qui se sont sentis concernés pour participer à cette étude, à ce projet, qui soient aussi enthousiastes que ça, c'est précieux et voilà, ça nous plaît, ça nous encourage. Pour moi, la crédibilité de cette fusion, elle ne viendra pas des autorités, elle viendra des gens eux-mêmes qui diront on a envie de ça. Aujourd'hui, on sait que les autorités, on les croit qu'à moitié. On dit toujours qu'ils ont parfois des idées saugrenues ou qu'ils sont manipulateurs. Là, on aimerait beaucoup que la population s'accapare ce sujet et le porte. À l'issue de cette première séance, on a déjà deux gros points de convergence. Premièrement, ce sera le point d'impôt le plus bas qui sera choisi. Et deuxièmement, les deux couleurs qui rassemblent véritablement ces trois communes seront préservées. Tout à fait. Et puis je crois que c'est vraiment important. On sait que maintenant la bourgeoisie peut être préservée aussi. Ça c'est aussi une étape qu'a décidé le canton qui est très important. On sait bien sûr que pour notre petite commune, baisser la pression fiscale, c'est un atout parce qu'on voit que c'est difficile de continuer comme ça. Mais c'est indispensable de ne pas monter les impôts pour la commune de Rolle à cause de la fusion. On sait qu'on ne convaincra pas le 100%. On va essayer de communiquer le mieux possible, de rassurer ceux qui ont des craintes par rapport surtout à leur identité, à leur attachement à la commune. On va faire ce qu'on peut pour les convaincre. On ne convaincra pas tout le monde, mais je crois que la majorité de la population va nous suivre. Rolle, la jolie bourgade au bord du lac avec quand même 6500 habitants. Tartenien au cœur du vignoble, un petit village très authentique. Tout le monde se connaît. Et puis Sertines avec la particularité d'avoir plusieurs hameaux différents et puis de réunir vignobles, forêts, campagnes. C'est vraiment une complémentarité autant au niveau du territoire, de ce qu'il cultive, de ce qu'il apporte, que de ses habitants qui ont quand même un peu des mentalités différentes. Mais la différence fait la richesse. Beaucoup de gens ont regretté la disparition du district de Rolle. C'est le moment de se réveiller et peut-être se dire qu'on peut le reconstruire d'une autre manière. Les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles et le cœur dans le vignoble. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, par exemple, ce soir, on a beaucoup parlé d'eau, mais finalement, trinquer à la fin de la séance avec un bon verre de vin, ça le fait toujours. Et avec nous pour en parler, Olivier Maillard, chargé de projet pour le projet processus de fusion des trois communes. Olivier Maillard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quel bilan est-ce que vous faites de cette première séance ? Écoutez, les groupes de travail travaillent et puis c'était l'idée après ce premier cycle de séance, il y en aura 3 en tout. À l'issue de chaque cycle, l'idée c'est de donner un retour au public, à tout le monde et entre les groupes de vérifier aussi que le projet avance bien et que la cohésion et la cohérence des groupes fonctionnent.
Quels sont les enjeux dont on parle quand on parle de fusion de 3 communes qui sont finalement assez distinctes, qui ont leur propre caractère, on l'a dit? Écoutez, moi je crois que ce qui est important, c'est que les gens puissent se décider en connaissance de cause. C'est pour ça que j'ai aussi été engagé pour ce processus, et puis on va tout faire pour que les gens puissent, qu'ils soient pour ou contre, que ce soit pour de bonnes raisons. Un mariage pour le pire et le meilleur, on le dit. Mais quels sont peut-être les avantages à avoir une telle fusion ici, dans ce cas concret de ces 3 communes? Outre l'aspect financier, évidemment, dont on a parlé par rapport au taux d'imposition. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de la réalité que les populations sont de plus en plus mobiles, qu'on ne distingue plus, ce serait réducteur de vouloir distinguer entre ruraux et urbains. On voit que les populations se mélangent, et quand vous voyez le reportage que vous nous avez diffusé tout à l'heure, qui peut dire qui vient de Tartenien, de Rolle ou des Sertines, on voit que ce sont des populations qui déjà vivent ensemble, partagent énormément de choses d'un point de vue politique ou tout simplement de l'organisation du territoire, et le découpage fait beaucoup mieux sens par cette complémentarité entre justement le vignoble, le plateau et le bord du lac. Mais quand on parle à un Tartevinois ou un Rollois, il a sa propre identité. C'est d'ailleurs une peur que beaucoup de gens ont, qui perdent cette identité. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un bon complément? Je crois que c'est un élément essentiel. C'est de dire que de travailler ensemble ne veut pas dire qu'on va perdre son identité. L'identité, elle n'est pas définie par une frontière d'une commune. L'identité, elle est par rapport à l'histoire, par rapport à la réalité du territoire, par rapport aux gens qu'on côtoie. C'est ça, c'est les produits du terroir. C'est ça l'identité. Et ça, elle est extrêmement partagée, elle est extrêmement forte. Historiquement, on voit que Rolle et Sertines viennent encore de l'époque d'Amédée de Savoie. Il y a toute une histoire qui a été vécue en commun. Donc l'identité, elle est là. Est-ce que ce genre de fusion, elle serait possible dans des lieux plus grands? Par exemple, on peut penser à Nyon, Aiglan. Est-ce qu'eux pourraient fusionner? Est-ce que ça serait envisageable? Je ne vais pas me prononcer pour les autorités de Nyon et de Gland. Il faut toujours se poser la question si ça donne sens ou pas, s'il y a une complémentarité ou pas. C'est en tout cas le cas des 3 communes des Sertines-sur-Rolle, Tartenien et Rolle. Une fusion, ça signifie également un rassemblement des infrastructures. Dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut imaginer également que les élèves doivent aller tous dans un seul lieu? Alors, oui et non, dans le sens où aujourd'hui déjà, la fusion ne va absolument rien changer par rapport aux élèves, puisque aujourd'hui, la répartition des élèves est organisée par l'État, par le canton. Et puis, c'est des associations intercommunales, une association intercommunale en l'occurrence, Enjeu, qui régit ces choses. Donc, fusion ou pas fusion, ça ne changera strictement rien. Mais qu'est-ce qui changera alors concrètement? Qu'est-ce qui changera? C'est les opportunités à saisir de mieux gérer les choses ensemble, qui sont de compétences communales. Effectivement, ensemble, on est plus fort. Et 2 villages qui vont pouvoir, par hypothèse, profiter du fait qu'il y a déjà une administration structurée à Rolle, avec plus de 50 personnes qui travaillent pour cette administration. Eh bien, les prestations pourront être opérées de manière plus professionnelle, peut-être, lorsqu'il y a des demandes qui sont assez similaires des citoyens des différents villages. Et puis, il y a notamment des représentants politiques pour chaque commune. Donc, dans ce cadre-là, lors d'une fusion, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très important, c'est un point essentiel. Et puis, d'ailleurs, le Grand Conseil a vu que c'était important qu'on puisse prévoir des arrondissements électoraux si les autorités le souhaitent et si la population le souhaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première législature qui fait suite à l'entrée en vigueur de la fusion permet à ce qu'on fasse un découpage pour justement s'assurer une représentativité des uns et des autres. Et dans le cas d'espèce, on en est qu'au premier cycle. On va avoir 3 séances avec les groupes de travail qui opèrent sur la thématique. Et en tout cas, sans dévoiler de secret, c'est effectivement une tendance très clairement. On a envie, les gens ont envie que tout le monde soit bien représenté. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Vous dites qu'il n'y a pas de secret, donc qu'est-ce qu'on peut dire à l'ordre du jour? Alors,
Très concrètement, pour l'instant, je rappelle, donc, ces groupes de travail vont émettre des recommandations. Et puis, une des recommandations, ça pourrait être, à l'issue de la 3e séance, donc laissez-nous encore travailler pour bien étudier les tenants et les aboutissants, mais quelque chose qui a l'air, en tout cas, de se dessiner assez clairement, c'est qu'au lieu d'avoir 3 fois 5 municipaux, que c'est la situation actuelle, qu'il y en aurait 7, avec un arrondissement pour les 2 villages qui permettrait d'avoir en tout cas un municipal qui proviendrait de Tartenien et des Sertines. Et ça, c'est pour le temps de la première législature. Et donc les prochaines dates pour cette fusion, les dates importantes par rapport à ces groupes de travail, lesquelles? Alors dès la semaine prochaine, enfin bon, il y a juste encore les vacances, mais les groupes de travail vont entamer le 2e cycle de leur séance. Là, le 1er cycle a permis d'organiser le travail, de choisir les méthodologies, de vraiment étudier à fond. Alors on a déjà fait du concret pour 10 séances, il y en aura encore une vingtaine qui vont suivre, avec une centaine de personnes qui planchent sur le projet. Olivier Meyer, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. À noter également qu'un rallye pédestre à travers les 3 communes sera organisé le 8 septembre. Exact, et ouvert à tout le monde. Voilà, merci pour l'invitation. Un élève de Copé de 13 ans est décédé après une chute en camp de ski à Anzère. Le drame survenu la semaine dernière a plongé le collège de Copé dans une profonde tristesse. Le directeur de l'établissement scolaire secondaire Pierre-Étienne Gschwind est revenu sur cet événement tragique au micro de Rodolphe Henner. L'accident s'est passé le jeudi après-midi. Le groupe, conduit par une monitrice, est descendue et la monitrice a encadré un exercice sur un snowpark où il y avait 3 bosses et les élèves sont partis les uns après les autres. Et puis l'élève en question est parti en 2e et sur la 2e bosse, malheureusement, il a visiblement été déséquilibré et il est tombé sur la tête. Et ensuite, les secours sont arrivés rapidement puis il était héliporté directement à l'hôpital. Alors en effet, on a eu contact avec les parents le lendemain matin qui nous ont annoncé que leur fils était en état de mort cérébrale. Donc à partir de là, on est resté en contact avec la famille et puis visiblement le décès a été constaté dans la soirée du vendredi. Toutes nos pensées à la famille qui est dans ce deuil, ce drame terrible qui survient comme ça de manière abrupte. Et puis en ce qui concerne l'ensemble des élèves, donc le vendredi matin, tout de suite après la nouvelle de la part des parents, on a déclenché la cellule de crise et un groupe d'intervention terrain est monté à Anzère, composé de 3 personnes. Et puis ce matin, on avait organisé en 2 groupes à l'Aula du collège un accueil de tous nos élèves. J'ai pu leur parler, on a pu aussi organiser les choses par rapport aux 2 classes qui étaient dans ce camp-là. Dire aussi aux autres élèves qu'on avait des personnes à disposition et qui pouvaient venir parler s'ils le souhaitaient. Et c'est vrai aussi que pour l'école, c'est quelque chose qui est difficile, qui est comme un coup de tonnerre. Et puis du côté des enseignants, oui, il faut en effet qu'on s'en occupe parce que c'est traumatisant. C'est des êtres humains qui ont été impactés par ce drame. L'été dernier, l'été 2007, un autre élève avait perdu la vie. Il avait fallu aussi gérer la rentrée scolaire. Alors en effet, pendant l'été, il y a eu un accident, un élève de 11e année qui est décédé dans un accident d'avion, un pipère, dans les Grisons. Et c'est vrai que je ne pensais pas dans cette même année scolaire avoir un 2e décès à annoncer aux élèves. C'est quelque chose qui nous touche d'autant plus, même si dans les 2 cas, c'est chaque fois un élève qui manque, un enfant qui manque à leurs parents. Quel genre de protocole administrer dans ce genre de cas? C'est la question dont on va parler avec notre invité, Désirée Atkinson, responsable de graphique, la cellule de crise du Canton de Vaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quel est le protocole dans ce genre de situation? En fait, les établissements ont été formés pour constituer une cellule de crise afin qu'ils puissent gérer de façon autonome les incidents de ce type. Parce qu'un incident de ce type plonge tout un établissement dans une espèce d'état de choc. Et il faut donc que des adultes formés puissent gérer la situation aussi bien sur le plan du soutien psychosocial immédiat
que sur le plan de la communication, qui sont les deux grands volets sur lesquels ils travaillent. Comment est-ce qu'on se prépare à de tels événements? Parce que vous dites former, donc quelle formation, quelle aide est-ce qu'on peut apporter en amont, justement? Alors en fait, le canton a exprimé le souhait, il y a en fait au début des années 2000, que l'ensemble des établissements scolaires du canton reçoivent une formation à la gestion de ce qu'on appelle l'incident critique, donc c'est le type d'incident qui concerne une confrontation à la mort, qui est soudaine, brutale et qui met tout le monde en état d'impuissance, d'effroi, qui suscite une grande peur aussi. Ils reçoivent une formation, donc en fait, au niveau du conseil des directions. Toutes les personnes, en fait, on identifie des fonctions précises pour former un comité de pilotage qui est constitué du dirigeant ou de la dirigeante de l'établissement, de personnes telles qu'une responsable des victimes ou un responsable des victimes qui est en général un psychologue, un infirmier ou une infirmière ou un médiateur, médiatrice, qui est plus responsable de la, de la gestion, qui a plus conscience de ce qui peut être l'impact émotionnel. Et puis, il y a aussi un responsable de la communication et un responsable de la coordination. Donc chacun a sa tâche bien précise, mais pourquoi est-ce que c'est important que cette coordination, ce protocole-là, soit mis dans le milieu scolaire? Parce qu'on a affaire à un grand nombre d'élèves dans le canton, évidemment, et pour qu'on puisse continuer à gérer le quotidien, alors qu'en fait, il y a quelque chose de très, très important qui vient de se produire de façon inattendue, il faut pouvoir accueillir les élèves, accueillir leurs émotions et les accompagner dans la gestion de leurs émotions, tout aussi bien pour les élèves que pour l'ensemble des collaborateurs de l'établissement. Il y a aussi une notion d'urgence parce que les nouvelles vont très vite. On sait qu'aujourd'hui on peut communiquer avec un SMS, les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous luttez, vous accompagnez plutôt cette urgence? Alors on essaye de rester calme. Je pense que c'est très important que le comité de pilotage reste calme et c'est pour ça qu'il a un protocole auquel il peut s'accrocher. Tout le monde a des tâches bien définies, mais on sait aussi qu'on n'a pas de contrôle sur les réseaux sociaux. Donc la communication, le volet de la communication va être très important. L'établissement va communiquer d'une part aux enseignants, d'autre part aux élèves, mais également aux parents, pour éviter aussi des rumeurs, pour donner une communication factuelle et claire autour de ce qui vient de se produire. Il y a aussi des signes, vous nous avez parlé en préparant cette émission, qu'il y a des signes qui montrent qu'un élève a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, en principe, en fait, lorsque un événement se produit dans une classe, le directeur se présente dans la classe et va faire l'annonce de la nouvelle. En général, il est accompagné d'une psychologue, d'une infirmière, et qui va rester, elle, avec l'enseignante ou l'enseignant concerné pour soutenir la classe. À disposition, un temps? Alors, on cadre clairement, on dit aux élèves, lors de la prochaine période, nous allons rester auprès de vous pour que vous puissiez exprimer vos émotions. Et ensuite, on demande aux élèves de faire quelque chose, parce que le fait de pouvoir les rendre actifs, de les impliquer activement dans une cérémonie ou une forme d'hommage à la personne qu'ils viennent de perdre, est très importante pour qu'ils puissent entrer dans un processus de deuil, qu'ils ne restent pas dans le traumatisme. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir, on voit qu'il y a toujours une forme de tabou quand on parle de la mort. C'est toujours des thèmes difficiles à aborder, mais selon vous, est-ce qu'il faut en parler ou pas? Il faut absolument en parler. Ce tabou, je pense qu'il disparaît heureusement de plus en plus. Pendant une époque, on excluait les enfants des cérémonies funèbres, on ne parlait pas de la mort. Actuellement, c'est tout autre chose. On est conscient qu'avoir des mots clairs qui sont en lien avec l'âge, disons, de compréhension de l'enfant, c'est clair qu'on ne va pas parler de décès, mais on parle de mort.
des termes qui sont compréhensibles pour l'enfant. Et on va entrer en dialogue avec l'enfant, lui permettre de poser des questions sur la mort pour que les choses deviennent plus simples, plus compréhensibles et plus acceptables, dirais-je. Désirée Atkinson, merci pour ces précisions, merci d'avoir été avec nous. Bonne suite à vous. Merci. Nouveauté dans certaines cantines du APE à Rolle, J et Mont-sur-Rolle, le prix du repas est désormais calculé sur le revenu des parents. Ces derniers ont d'ailleurs fait entendre leur mécontentement, un sujet signé Rodolphe Henner. Depuis la rentrée de septembre 2017, la tension entre certains parents d'élèves et l'association intercommunale Enfance-Jeunesse de Rolle et environ ne fait que monter. La raison ? Le prix du repas à la cantine, désormais calculé sur le revenu des parents. On a reçu un courrier de Enjeu qui nous informait qu'il modifiait la tarification de la cantine Navirol. Alors en fait, avant à Rolle, c'était 10 francs, c'était un système très simple, avec des petits tickets qu'on allait chercher, qu'on donnait à la cantine. Et puis un jour, on nous a dit, maintenant, ça allait passer aux fonctions du revenu des parents. Pour nous, on passe de 10 à 14 francs avec 2 enfants. Une pétition recueillant plus de 300 signatures a ainsi été envoyée à l'association Enfance-Jeunesse. Alors on a envoyé notre pétition, et puis ils nous ont écrit ils nous ont réexpliqué tout le système, toutes les formalités, la forme, mais sans autre amélioration comme on pourrait s'y attendre. Du côté de l'association intercommunale qui fédère 11 communes, on comprend la réaction des parents. Mais on tient à expliquer les raisons de son choix d'harmoniser les prix. Si pendant 15 ans on est à 10 francs et puis tout d'un coup on passe possiblement à 14, ça ne veut pas dire que tout le monde passe à 14, c'est par rapport aux revenus. Mais donc je peux tout à fait comprendre que c'est choquant. Par rapport à nos autres communes, ce n'était pas si choquant que ça. Notre but était de donner un accès à toutes les familles possibles. Donc ceux qui ont des revenus qui permettent de payer 10 francs, alors ils ont 10 francs et puis ils peuvent toujours aller à la cantine. Et 14 francs, c'est vrai par rapport aux autres communes qui nous entourent, qui sont entre 16 et 20 francs, on trouve qu'on est bien et que ce prix même de 14 francs est très raisonnable. Et puis il faut bien aussi comprendre que le prix du repas pour chaque enfant est pareil. On le met à 8 francs, mais c'est le prix de la surveillance, de l'encadrement. C'est ce prix-là qui change par famille et alors par revenu. Car pour mieux saisir le détail du calcul, il faut comprendre que la prestation appelée cantine ne concerne pas qu'un simple repas, mais tout un encadrement durant 2 heures. Un repas qui comprend également tout l'encadrement nécessaire pour que les enfants puissent se retrouver en sécurité, puissent également bénéficier d'apports, que ce soit pédagogiques ou éducatifs, pour cette période-là. Reste une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de rabais fratrie ? Non, aucun rabais fratrie. Et ça, c'est ce qui semble le plus scandaleux. Si la FAGE encourage effectivement les rabais fratrie, les éventuels cadres de référence concernant les cantines scolaires qui permettraient, le cas échéant à la FAGE d'intervenir, ne sont toujours pas connus. Les cadres de référence ne sont pas encore prêts pour l'accueil parascolaire. Donc c'est l'EIAP, qui est l'établissement intercommunal pour l'accueil parascolaire, qui est un établissement qui est géré par les communes, qui va effectivement mettre en place ce cadre de référence. En somme, l'association Enfance et Jeunesse de Rolle et environ a voulu prendre un peu d'avance. C'est vrai, le rabais fratrie, c'est justement peut-être une des conditions cadres qui vont nous être proposées par l'EIAP. Et c'est à ce moment-là qu'on va se pencher dessus et dire est-ce qu'on va faire ça ou pas. C'est pas figé, mais pour cette année scolaire, on va pas rentrer en matière. Mais encore une fois, c'est pas figé. Reste un malaise qui pourrait bientôt se dissiper et un mea culpa. Dorénavant, on va faire très attention si on fait un changement à un niveau de ces prix ou autre, qu'on va peut-être d'abord déjà discuter avec la population avant d'annoncer, voilà, la décision est prise. Je crois que ça, c'est peut-être quelque chose qui a causé cette polémique autour des prix.
Le café brocante de Saint-Georges ferme définitivement ses portes. Entre deux cartons, Carole et Éric Paya sont revenus sur leurs 15 années de passion, l'occasion de dénicher quelques merveilles. Non. Ça, les trucs pour les poussettes, est-ce que tu veux garder? Pour les roues de poussettes. Ça coûte 25, non? Regarde. Ouais, le plus petit là-bas. Aujourd'hui, on ferme parce que déjà, il y a moins de monde. Le chiffre d'affaires est en descente, quoi. Il se porte pas bien. Et puis, d'autre part, c'est que le loyer est trop excessif pour ce qu'on vend. Internet a pris une grosse place dans les brocantes. Les gens vont sur leur petite plaquette maintenant et puis ils cliquent, clac, ils vont acheter sur un écran. Ce que je trouve dommage. Et pourtant, vous avez vous-même décidé de choisir l'option Internet. Est-ce que vous appréhendez ce moment? Alors, non, parce que je m'amuse un peu avec Internet quand même. Je commence à m'y mettre, même malgré mon vieil âge. Mais je trouve qu'Internet, ça reste Internet et ça sera jamais la brocante, quoi. Oui et non. Parce que moi, je suis l'ancienne génération et j'aime voir les choses, j'aime les toucher. Donc, pour moi, non. C'est pas mon but, mais je serais obligée de m'y mettre parce que les gens travaillent comme ça, actuellement. Porcelaine de Nyon, dis donc. T'as vu? Hein, ça, c'est un sacré bouquin, hein. Avec les bororés, tu vois. Faut aller chercher ça, à mon avis. Ouais, ça, c'est des livres qui cotent, hein. Oh là Pour là. retrouver des trésors. Ah ouais. Si je regarde à l'époque, quand la brocante marchait super bien, ça se vendait 120 francs. Avoir le prix ici. Puis maintenant, on ferait 60-70 francs, nous, environ. Les plus beaux souvenirs, moi, c'est tous les amis qu'on se fait dans les brocantes, dans les marchés, surtout ici dans le magasin. On a beaucoup de connaissances qui viennent. C'est top, quoi. C'est ça qui est le plus fort pour moi. Et puis bon, on chine, alors on tombe sur des objets qu'on n'a jamais connus, qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors on attend le client qui rentre et puis qui nous dit « Ah ça c'est ça ». Et là on se dit « Ah ça y est, on a appris quelque chose ». C'est bien, ça va. Il y a rien qui va partir à la poubelle, ça c'était mon souhait. Ça va tout partir pour des associations. Donc ça c'est bien. Moi j'ai un petit pincement au cœur quand même parce que chaque objet, je l'ai porté dans un carton, à la main, avec un comment ça s'appelle, un diable. Ça fait un petit peu mal, comme ça, c'est clair. Mais bon, ça fera un grand bien après quand ça sera vide et puis que ça sera bien trié. Parce qu'il y a beaucoup d'objets donc. Moi aussi c'est là. Ouais. On a chacun nos objets donc. C'est horrible hein, parce que un va dire oui, il faut garder, l'autre non. C'est très difficile. Un télétoon. Non. Ce qui m'embête, c'est que au départ c'était une passion. Je parle pour le magasin. Hein, et puis c'est devenu une obligation. Et ça, voilà, il faut, quand on ne peut plus y tenir, il faut changer, quoi. Mais la brocante, elle restera dans ma tête, ainsi que mon épouse. On est des mordus de brocante et on ne changera pas à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est sûr que non. Où est-ce qu'on pourra vous trouver à l'avenir? Alors, au marché à Morges, dans la Grande Rue, surtout dans les brocantes à Nyon, on va aller sur Essertine, et puis voilà. Puis moi, j'aimerais surtout en mettre une sur pied, c'est-à-dire à Saint-Georges, dans ce village. J'aimerais faire ça à la grande salle. Et puis inviter un peu tous les brocanteurs du coin que je connais. Et puis faire une belle brocante à Saint-Georges annuelle. Ça, faudrait essayer d'y placer, ça. Hein. Ça, on ne fait plus dans les magasins, c'est terminé. Maintenant, on n'a que des choses, des jeux électroniques dans les magasins. Vous êtes un nostalgique du passé. Oui, ouais, complètement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions de sujets à l'adresse suivante, rédaction@nrtv.ch. Merci, à la semaine prochaine. Soyez sages, mais pas trop, vous le savez.